Bien, chers amis, sinologues ou passionnés de la Chine, philosophes, herméneutes, tous ceux qui êtes préoccupés par cette question de l'interprétation, et spécialement de la question dont l'Occident construit sa représentation de la Chine en particulier, de ses autres cultures, de son ailleurs et de la Chine en particulier. Donc. Alors hier j'ai parlé de la manipulation du cas Liu Xiaobo dans un rapport d'Amnesty International, celui de 2018, déjà suffisamment commenté sur le net par des spécialistes dont je donne le nom, et je vais continuer de donner des sources pour qu'on puisse y réfléchir. Bruno Guigues, notamment, un énarque qui aujourd'hui enseigne la philosophie politique. Et donc là, je reviens sur ce rapport concernant l'état des droits de l'homme en Chine. Aujourd'hui, plutôt sur la deuxième partie, sur la question religieuse. Dans cette deuxième partie, enfin il y a plusieurs parties dans ce rapport, c'est pas aussi simple que ça, mais disons que vous avez dans la deuxième partie, grosso modo, de ce rapport une analyse, bon, pour le moins lacunaire, de la question religieuse en Chine. Je vais directement à la conclusion, pour pas que la vidéo soit trop longue. On en arrive à la conclusion qu'il y a, si vous voulez, un nombre indéterminé d'arrestations. Pas de chiffres précis dans ce rapport. Plusieurs centaines de ces arrestations sont documentées. On évoque une trentaine d'incarcérations, une vingtaine de condamnations pénales qui vont de 1 à 8 ans, toutes pour trouble à l'ordre public. Et puis rien d'autre. Alors, la première remarque qu'on peut faire à la lecture de ce bilan que je fais moi, que le rapport ne fait pas lui-même, le rapport se garde bien de faire cette addition, mais je crois que ça mérite tout de même de réfléchir sur le terme de totalitarisme qu'on applique bien souvent, je crois abusivement, à la Chine. Qualifier les pratiques dont parle ce bilan de totalitaire, ou la politique qui est derrière, la qualifier de totalitaire, je crois que c'est tout simplement un affront pour tous ceux qui ont véritablement souffert du totalitarisme. C'est un affront à la mémoire des véritables victimes du totalitarisme. Et je crois que ça témoigne aussi plus profondément d'une relative ignorance du sens précis des mots. En philosophie politique, on ne peut pas parler de totalitarisme comme ça. Alors, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais je vous renvoie tout de même aux travaux d'Hannah Arendt pour y voir plus clair. En tout cas, c'est elle, en ce qui me concerne, qui me sert de référence en la matière. Alors je sais qu'on peut contester aussi les travaux d'Hannah Arendt, mais voilà, on en reparlera dans une autre vidéo. Je voudrais rappeler la remarque d'un Bruno Guigues qui était faite le 27 février 2019 dans un article qu'il publiait sous le titre « La Chine, Amnesty International et les Gilets jaunes », où ce haut fonctionnaire nous rappelle qu'au 27 février, on en était déjà à 8500 interpellations, 1800 condamnations, 200 incarcérations, environ 110 blessés graves, dont certains mutilés à vie. Je vous rappelle que la population chinoise est, pour continuer dans les chiffres, tout de même 20 fois supérieure à celle de la France. Donc, vous voyez que, voilà, on a une conclusion là, une conclusion que je formulerai dans les termes d'un problème.
les chiffres ci-dessus, hein, les chiffres du bilan d'Amnesty International, condamneraient la Chine, une Chine d'1,5 milliard de personnes environ, à être une dictature totalitaire, mais des milliers de condamnations dans une France de 67 millions d'habitants lui vaudrait d'être une démocratie exemplaire. Voilà la formule pour le moins cinglante par laquelle Bruno Gig finit son article. On peut affiner un petit peu. On peut affiner cet argumentaire, on peut notamment grâce à cet article remarquer que il y a une emphase, hein. Il s'agit d'interroger pour moi l'emphase du vocabulaire, le manque de nuances, la disproportion des jugements qui sont accusatoires et pour le moins excessifs hein, par rapport aux chiffres dont on dispose. Prenons un exemple sur la question religieuse hein, qui concerne pour la Chine principalement le Tibet, le Xinjiang, et le cas du Falun Gong. Un seul cas dans le rapport d'Amnesty International vient en illustration, celui d'une certaine Chen Huixia, torturée et passée aux aveux sous la torture. C'est pour le moins un peu léger, si vous voulez, en termes d'argumentation pour une ONG qui a des prétentions de ce niveau-là. J'ajouterai qu'un certain nombre d'arguments peuvent être suspectés de mauvaise foi. Je m'explique. Amnesty International dénonce le taux de pauvreté particulier dont seraient victimes les populations du Tibet et du Xinjiang. C'est vraiment passer sous silence l'état global de la situation économique en Chine qui a vu ces 30 dernières années 700 millions de personnes sortir de la pauvreté. Donc là, je crois que il y a à redire et le Xinjiang, dans une certaine mesure, et le Tibet aussi, très nettement. D'ailleurs, vous pouvez voir l'évolution de la situation, je dirais, urbanistique du Tibet au fil des documentaires que vous trouverez sur le net lors de ces dernières années. D'ailleurs, vous voyez, on a un argumentaire d'assez mauvaise foi, puisque les mêmes qui filment l'évolution du Tibet vont, pour dénoncer l'acculturation du Tibet, la noyade, si vous voulez, une espèce de génocide par dilution de la population tibétaine dans le flot de migration Han au Tibet, eh bien, les mêmes oublient de remarquer que ces transformations du Tibet se sont quand même faites à coup d'investissement. Donc voilà, on ne peut pas faire l'économie si on rentre dans cette question d'un détail des chiffres, si vous voulez, plus précis, hein, ce que ne fait pas le rapport d'Amnesty International. Le rapport d'Amnesty International pointe ce qu'il appelle des discriminations ethniques. Alors il doit y avoir des problèmes de racisme hein, en Chine comme ailleurs, ça c'est une évidence. Mais au niveau institutionnel, on ne peut pas évoquer ou dire de telles choses sans citer en même temps toutes les mesures favorables qui ont été initiées par le gouvernement chinois. Je pense aux investissements culturels, je pense à l'accès privilégié des populations minoritaires à l'éducation, notamment l'accès à l'université. On ne peut pas passer sous silence les discriminations positives en termes par exemple de dérogation à la politique de l'enfant unique, puisque ça constituait en Chine vraiment un privilège sur le plan social, la possibilité d'avoir plus d'un enfant. Eh bien, les minorités n'ont pas été soumises à l'application de la politique de l'enfant unique. Donc elles ont bénéficié aussi de dérogations
positive. Donc il faudrait, si vous voulez, pour faire un bilan qui soit, je dirais, honnête, non pas simplement pointer ce qui est à charge, mais faire un état des lieux exhaustif. Il y a à charge, sans doute, et à décharge aussi. Et c'est simplement en mettant, si vous voulez, les deux colonnes vis-à-vis qu'on pourra se faire une idée plus précise de la situation. Je suis pas là aujourd'hui, moi, pour apporter une réponse définitive à ce problème. Loin de là, j'ai mon petit avis sur la question, mais je ne crois pas qu'il soit si intéressant que ça. Ce que je voudrais, par contre, ce qui m'intéresse de faire, c'est de montrer comment se construit un biais herméneutique, un biais d'interprétation, un biais dans la construction de l'image que nous nous forgeons des autres. Et je trouve ça passionnant. Je ne joue pas les oraux et je ne viens pas redresser les torts, mais ce que j'aimerais contribuer à faire, ou ce que je fais pour moi-même simplement, c'est un travail de philosophe qui se pose des questions sur la méthode par laquelle, encore une fois, nous construisons notre représentation des autres. Le rapport d'Amnesty International évoque, par exemple, des déplacements forcés. Mais là encore, grosse lacune au niveau des faits précis qui manquent, des chiffres qui manquent, mais sont seulement évoqués 2 arrestations et 6 immolations au Tibet. C'est tout de même un peu court pour justifier la formule que vous trouvez dans ce rapport et qui vient à la suite de ces chiffres. De ces 2 chiffres que je vous cite, l'accusation de graves atteintes aux droits de l'homme. Je crois que les mots ont un sens, et si on veut ne pas se décrédibiliser dans les jugements que nous portons, il faut les ramener à de plus justes proportions. 2 arrestations, 6 immolations, cela justifie-t-il de parler de graves atteintes aux droits de l'homme? Alors, vous me direz, il y a aussi la question de la répression de l'extrémisme ouïghour. Venons-y, parce que c'est sur cette question que j'ai, moi, fait la découverte la plus surprenante. Cette population ouïghour, c'est 10 millions d'habitants au Xinjiang. Et là, concernant la répression, il n'y a ni source, ni chiffres. Seul le radio-couloir fonctionne, ce qui est tout de même vraiment très inquiétant, je dirais, très étonnant, pour rester plus modéré moi-même, très étonnant. Le rapport d'Amnesty International dit seulement, mais explicitement, selon des informations parues dans les médias, je cite, selon des informations parues dans les médias, sans citer ces médias et sans citer les informations. Donc c'est vraiment radio-couloir. Et d'ailleurs, notez que ce rapport ne reprend pas la thèse. C'est Bruno Guigues qui le fait remarquer. Je crois que ça mérite d'être souligné en fin de vidéo, si vous voulez, pour clore ma vidéo aujourd'hui. Ce rapport ne reprend pas la thèse qui finalement est probablement une infox, une information toxique, une fake news. La thèse des 1 million de Ouïghours enfermés dans les camps de concentration, thèse que vous trouvez relayée effectivement dans certains médias, et je pense notamment à l'article, au documentaire de Sophie Lepau sur Arte qui s'intitule La Chine de Xi Jinping. Infox, ce que Bruno Guigues qualifie très clairement d'accusation grotesque, pardonnez-moi, c'est tellement surprenant que j'ai moi-même du mal à le dire, dénonçant, je le cite pour finir, l'énormité d'un mensonge qui finirait par tuer le mensonge. Donc je crois que nos médias ont vraiment du travail, nos médias, nos hommes politiques et même nos universitaires ont certainement du travail, du pain sur la planche
pour reprendre, si vous voulez, la question méthodologique, la question des moyens que nous devons mettre en place pour ajuster la représentation que nous nous faisons des autres cultures et de la Chine en particulier, à la réalité de ce qu'elle pourrait bien être. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle conférence ou une nouvelle vidéoconférence sur la Chine. Belle journée à tous. Au revoir.